Depuis le début des années 80, nous assistons à une nouvelle popularité du port du voile au Sénégal. Il peut représenter l'expression d'une piété, un modèle identitaire et culturel, ou même, dans certains cas, une revendication militante. C'est ainsi qu'en constituant le symbole premier de la tradition musulmane, le voile devient progressivement et paradoxalement un vecteur de modernité. Les interprétations autour du port du voile se discutent et se disputent entre plusieurs idéologies et nous amènent à poser 3 questions phares. Tout d'abord, quelle est la place de la culture dans certains pays et dans certaines communautés dans le choix du port du voile? Mais aussi, ce choix doit-il être représenté comme étant une obligation islamique ou plutôt une recommandation coranique? Mais aussi, aujourd'hui au XXIe siècle, jusqu'à quel point les femmes musulmanes peuvent-elles allier choix du port du voile avec carrière professionnelle et émancipation sociale sans aucune stigmatisation? Aujourd'hui, sur le plateau de Idées, 2 femmes voilées aux carrières extraordinaires nous révèlent tout sur leur choix et leur vie. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Idées, votre émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Aujourd'hui sur notre plateau, j'ai l'honneur d'avoir 2 femmes très inspirantes au parcours dont il y a beaucoup de choses à dire. Alors, Madame Oumindour, comment ça va? Ça va très bien et vous, Sophia? Ça va super, merci d'être là aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Oui. Et Madame Mignel-Tal, comment vous allez? Très bien, merci Sophia. Super. Et merci de nous avoir invités. Eh bien, le plaisir est pour nous, bien évidemment. Donc, pour la petite présentation, Madame Oumindour, vous êtes journaliste de formation, réalisatrice de plusieurs documentaires. Vous avez été diplômée de l'EBAD en 1998 et du CESTI en 2002. Avec option télévision, donc vous êtes un peu une habituée de la télé. Après avoir travaillé au Canada, au service de presse de Vue d'Afrique et aux archives de TVA, c'est en 2008 que vous avez intégré la rédaction du journal télévisé de la RTS au Sénégal et vous avez choisi d'apparaître à l'écran voilée. Vous êtes aussi membre du collectif Muslima, qui est un collectif contre la stigmatisation des femmes voilées. Et vous êtes aussi cofondatrice du groupe Ladies Club, une plateforme virtuelle sur Facebook qui promeut la solidarité entre les femmes. Tout à fait, cofondatrice avec Madame Kodoudian Cissé, qui a eu la charmante idée de lancer cette initiative. Oui, on vous remercie toutes les 2 d'ailleurs pour ça. Quoi d'autre à rajouter? Complet. D'accord. C'était magnifique, merci. De rien. J'ai appris des choses sur moi-même. C'est super. Et Madame Mignel-Tal, on en vient à vous. Vous avez toujours eu un élan naturel pour la communication. C'est un élan que vous avez poursuivi jusqu'à Montréal, dans une formation en communication sociale et publique à l'UQAM. Vous avez par la suite été consultante de plusieurs travaux de communication pour des organes comme l'ONU. Et c'est d'ailleurs en tant qu'entrepreneur que vous commencez en tant que consultante en communication globale. Vous êtes aussi fondatrice des espaces Elle et moi, qui est en 2010 le premier salon qui est dédié aux cheveux crépus au Sénégal. Absolument. C'est bien ça? Tout à fait. Super. Alors maintenant que nos téléspectateurs vous connaissent un peu, on peut rentrer dans le vif du sujet. Notre sujet aujourd'hui, c'est donc le choix du port du voile et bien sûr la réussite professionnelle, tout ce qui est émancipation sociale. Et j'aimerais commencer par vous demander, selon vous, quelle est la place d'abord de la culture dans ce choix? Est-ce que ça peut être un choix purement culturel, purement identitaire, le fait de porter le voile? Alors, moi, j'aimerais déjà dire que s'il y a une chose que les cultures de ce monde ont en commun, c'est le voile. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, effectivement, dans plusieurs pays, dans plusieurs contrées, c'est une chose qui n'est pas revendiquée. Mais il faut se dire qu'à l'époque où les religions avaient la voix et une certaine autorité sur les peuples, les femmes se voilaient, que ce soit sous le judaïsme, comme le christianisme. Donc, à mon avis, s'il y a
un fondement ou une base commune, ce serait le voile. Après, certaines cultures sont restées peut-être un peu plus dans cette optique d'avoir à mettre un foulard, parce que nous sommes africaines et nous savons que le mousseau est quelque chose qui nous distingue, nous autres africaines, ou d'autres ont peut-être, en rejetant justement la religion, abandonné ce dictat et préféré montrer justement leurs cheveux pour incarner une image un peu plus ouverte sur des préceptes modernes. Mais moi, je ne peux pas dire que ce soit plus une culture qu'une autre. J'aime le voir comme quelque chose de global. Alors certaines personnes ne se souviennent peut-être pas de leur histoire, mais c'est une histoire commune, à mon avis. Et c'est important de le dire, surtout le fait que vous parlez de culture, mais de plusieurs cultures, pas seulement la nôtre, qui est la culture africaine, mais au-delà même, le voile a toujours été présent. Qu'est-ce que vous en pensez, Oumi? Moi, ce que j'aimerais dire par rapport à la culture et au voile, c'est que souvent les gens reprochent aux femmes voilées de copier une culture arabe. Souvent. Et moi, dans ma conception, c'est est-ce qu'il y aurait finalement des cultures plus copiables que d'autres? Quand je vois mes copines, mes cousines, mes sœurs, mes amis avec des cheveux naturels, le dernier, des extensions de cheveux, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des cheveux naturels, des extensions de cheveux, donc qui par essence ne sont pas leurs cheveux, mais qu'on appelle naturels parce que ça vient d'autres êtres humains, qui se le mettent, qui ont le dernier look à la Nicki Minaj ou le dernier tailleur de la princesse d'York. Et les gens se disent, ne se posent pas de question de savoir, oui, c'est quelle culture elle copie. Mais dès qu'on parle de voile islamique, c'est « Ah non, ça ne vient pas de chez nous, c'est typiquement arabe ». Finalement, est-ce qu'il y a différentes échelles pour mesurer les cultures qu'on peut copier et celles qu'on ne peut pas copier? Pour moi, c'est un choix de vie. Celles qui ont décidé de porter le voile, en tout cas moi dans mon entourage, je n'en connais pas qui ont été forcées à le mettre. C'était un cheminement par rapport à elles, leur compréhension de la religion. Et dans le contexte du Sénégal, moi je trouvais que ça se mariait très bien avec nos us, nos coutumes, où on a le mousseau. D'ailleurs, moi souvent, dépendant de la tenue que je porte, je mets le mousseau au lieu du hijab. Et voilà, actuellement, moi je trouve que ça nous définit, nous, avec les parcours qu'on a, les trajectoires qu'on a, c'est un mix de tout ça. Et donc, on ne peut pas juste se dire, oui, on copie une telle culture par rapport à l'autre. C'est vraiment un mix de tout ce que nous sommes, de ce parcours qu'on a eu et qui a fait que, oui, on est né au Sénégal, on a eu une influence nord-américaine et on est musulman aussi. Et forcément, ça se répercute. Maintenant, selon les choix des uns et des autres, ça se répercute sur notre manière de voir le monde, de nous habiller, de manger, de prendre les transports en commun ou plutôt que la voiture. Et on ne peut pas juste catégoriser les gens en les mettant dans des cases, en disant, bah oui, c'est les voilés, c'est elles qui défendent la culture arabe. En tout cas, moi, je ne me vois pas comme une partisane de la culture arabe par rapport à ma culture d'origine, dont je suis très fière et dont je fais la promotion partout où je vais, que ce soit dans mon existence ou que ce soit dans mon travail de tous les jours à la télé. Ce que je trouve très intéressant, c'est le fait de relever je vais dire ce mixage de cultures, parce qu'au final, vous l'avez dit, l'influence nord-américaine, mélangée avec la culture sénégalaise, avec d'autres choses, on a parcouru le monde, donc c'est sûr que les influences, elles sont là, qu'on le veuille ou non. Donc oui, on ne peut pas choisir quelle culture on peut emprunter ou pas, on emprunte un peu partout. Donc je trouve ça intéressant que vous releviez ça. Madame Mignel, selon vos convictions, et vos interprétations. On a parlé de religion tout à l'heure et bien sûr quand on parle de voile, la religion est peut-être en première position. Comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez comme une obligation islamique ou plutôt une recommandation coranique?
La question est intéressante. Déjà, j'aimerais dire d'entrée de jeu, et je suis sûre que Oumi a eu ce retour, une femme qui se voile ne fait pas ou ne se présente pas ou ne se considère pas forcément comme une sainte. C'est important de le dire. Donc ce que je vais dire, j'arrive pas en disant j'ai la parole sainte et donc voilà, je suis en train de prêcher, d'accord? Plusieurs personnes qui m'ont connue avant que je me voile, aujourd'hui se disent choquées, genre d'où ça sort, parce qu'effectivement, à l'époque, on n'aurait peut-être jamais pensé que... Je l'ai toujours connue voilée. Ça va faire un bon bout de temps qu'on se connaît, je l'ai toujours connue voilée, mais moi, je n'étais pas. Et sans vous interrompre, justement, ça fait combien d'années que vous êtes voilée? Alors ça a été graduel, c'est-à-dire que je suis rentrée au Sénégal, j'ai su que je devais me voiler, mais je n'ai pas pu le faire tout de suite parce que j'ai démarré une carrière, justement. Donc j'ai mis le foulard et ensuite, en 2012, j'ai mis le voile. Mais donc pour revenir à votre question, recommandation, obligation coranique. Oui, non, recommandation coranique ou obligation islamique. Vous situez. Alors, c'est écrit dans le Coran. On parle du voile dans le Coran. Mais une obligation islamique, à mon avis, ce serait exclure une bonne partie de personnes qui sont musulmanes, de femmes qui sont musulmanes mais qui n'ont pas choisi de se voiler. Donc, j'aime qu'on soit un peu... Enfin, dans tout ce que je fais, j'essaye d'être balancé, nuancé, équilibré. Et donc, oui, je pense que c'est une recommandation coranique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le voile fait partie des prescriptions divines, mais qui ne sont pas propres qu'à l'islam, qui sont propres à plusieurs autres cultures. En Amérique du Nord, les femmes qui vont à l'église n'y vont pas la tête nue, elles y vont avec un couvre-chef. Il paraît que à New York, par exemple, les femmes juives mettent une perruque, donc elles ne montrent pas leurs vrais cheveux. Donc se mettre quelque chose sur la tête, que ce soit un bout de tissu ou autre chose, fait partie d'une recommandation divine. Alors après l'obligation, là encore une fois c'est peut-être une influence de certaines cultures qui disent il faut le faire sinon. Moi je ne veux pas rentrer dans ce discours-là parce que encore une fois ce serait exclure une bonne partie de personnes qui ont un cœur pur, qui font des actes merveilleux tous les jours mais qui n'ont peut-être pas choisi de le faire ou pour qui le temps n'est pas encore arrivé de le faire. Oui, c'est très intéressant comme analyse. Vous êtes d'accord? Oui, je ne pense pas, c'est la réalité, c'est écrit dans le Coran. Maintenant, à chacun son choix, à chacun aussi le processus qui va peut-être le mener ou pas au port du voile. C'est pas quelque chose d'aisé. Et souvent, les femmes que je rencontre qui ont décidé de le mettre ont des histoires complètement différentes qui finalement les ont menées au port du voile, souvent à la plus grande surprise de leurs proches. Et moi, quand j'ai commencé à mettre le voile, j'étais gamine. Et comme j'ai l'habitude de dire, j'ai commencé à mettre le voile quand c'était pas encore à la mode. Nous, quand on mettait le voile et qu'on sortait dans la rue, on nous regardait comme des extraterrestres. Mais les gens souvent nous disent, oui, on sait que c'est ça qui est dit dans le Coran, mais on n'est pas encore prêt à le faire. Et je respecte tout à fait ça. Moi, dans toute chose, je veux que les gens respectent le libre choix et le libre arbitre. On en parle dans le Coran. Ça, il n'y a pas de doute, malgré tous les gens qui disent que non, c'est pas écrit, c'est pas cela, il y a une nuance, on a dit ceci, on a dit de couvrir les poitrines, de couvrir ceci. Ça, il y aura toutes les interprétations possibles autour du voile. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que chacun puisse vivre sa foi comme il l'entend. Et le choix de porter le voile, pour moi, fait partie de ces moments où la personne dit que moi, ma religion, j'entends la vivre comme ça. Et je veux... Moi, au pourquoi, je préfère toujours le pourquoi pas. Quand quelqu'un dit, mais pourquoi elle a décidé de mettre... Je dis, mais pourquoi elle ne le mettrait pas? Donnez-moi des arguments qui font que cette personne ne devrait pas mettre le voile. Et souvent, c'est... Non, c'est des femmes soumises, vous êtes sous la coupe d'hommes qui vous manipulent. Et ça nous infantilise. Et c'est ce qui me fait le plus mal quand on parle justement
des femmes voilées, on n'entend pas leur voix, on ne leur donne pas la parole, alors que c'est tellement simple, c'est une question de choix. Il y a la recommandation dans le Coran, maintenant que chacun choisisse ce qu'il veut faire de cette recommandation ou pas. Ouais. Et justement, bon, déjà, on va revenir sur la mode et le voile, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aspects de mode dans le voile, mais c'est intéressant qu'on parle de la stigmatisation, parce qu'il faut le dire, il y a une certaine stigmatisation lorsqu'on se penche sur l'interprétation et la vision que le monde, d'une manière générale, a sur la femme voilée. Vous l'avez dit, hein, soumise, endoctrinée, aliénée, etc. Pourquoi est-ce que ce stigma existe encore aujourd'hui, en 2019, bientôt 2020? Et comment est-ce que vous faites pour ne pas, entre guillemets, être victime de ce stigma dans votre façon de vivre, votre façon de gérer cela? Moi, j'ai toujours refusé justement qu'on me mette dans des cases, comme je disais. Le fait de porter le voile ne me rend pas différente. Je ne suis pas plus pieuse, loin de là. Je revendique vraiment tous les défauts, tous les travers de la terre parce que je ne suis pas un ange. Je ne suis qu'une simple humaine avec ses défauts, peut-être ses qualités, mais en étant certaine d'une chose. Tout ce qu'une personne non voilée peut faire, moi avec mon voile, je peux le faire. Je vais au sport, je participe à différentes manifestations. À l'école, j'ai jamais refusé de prendre part à n'importe quelle activité parce que je savais que si je refusais dès le début de participer à certaines activités, que ce soit sociales ou même militantes, que ce soit dans le mouvement estudiantin ou scolaire, je me mettais... Je m'auto-excluais, mais doublement. Parce qu'avec le voile, beaucoup de gens ont refusé déjà de me voir comme une journaliste dans la carrière. Il est arrivé souvent que j'arrive quelque part, c'est la voilée qu'on nous a envoyé couvrir cette exposition, est-ce qu'elle sait de quoi elle parle? C'est incroyable. Ça, ce sont des choses que j'ai entendues. Mais voilà, comme on dit en Wolof, dans ma tête d'air, quoi. C'est-à-dire, je me mets des œillères et je me dis, je ne vais pas me laisser distraire par des gens qui ont l'esprit obtus. Oui. Parce que je trouve qu'ils appliquent, mais à la lettre, cet adage qui veut que l'habit fasse le moine. Alors que justement, les gens disent l'habit ne fait pas le moine. Et donc, du coup, j'ai toujours refusé qu'on me marginalise. Et voilà, j'ai embarqué dans tout ce qu'on me proposait dans ma carrière ou à l'université, à l'école, en me disant je peux y arriver. C'est pas parce que j'ai un voile sur la tête que j'ai l'esprit voilé, que mon cerveau est voilé, que j'arrive pas à comprendre ce que les gens disent ou comment marche une chose. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, quand on rentre dans le cadre de la stigmatisation, de la marginalisation, souvent ces personnes qui ont décidé de porter le voile aussi, soit elles cèdent le flanc facilement, ou elles se disent la bataille ne vaut pas la peine d'être menée, je m'écarte tranquillement. Et moi, je ne suis pas ce genre. Oui, et surtout avec la carrière que vous avez choisie, c'est sûr qu'une carrière médiatique demande certaines qualités. C'était pas facile parce que quand je suis arrivée au CESTI, j'étais la première fille voilée. Vraiment? Voilà. Et la rumeur voulait à l'époque que le CESTI ne recrute pas de filles voilées. Vraiment. Parce que justement, avant moi, personne n'avait réussi à rentrer. Et j'ai fait 2 fois le concours. La première fois, je l'ai fait avec l'EBAD, sous réserve du bac. J'ai réussi à celui de l'EBAD et j'ai raté celui du CESTI. Et je me suis rendu compte que finalement, je ne l'avais juste pas très bien préparé, celui du CESTI. Donc, à la fin de ma formation à l'EBAD, quand j'ai eu mon diplôme de documentaliste, j'ai retenté. Et à la veille même de la clôture du dépôt des candidatures au CESTI, j'ai failli renoncer parce que toutes mes copines ont dit c'est pas la peine que tu perdes ton temps, tu passeras pas parce qu'ils prennent pas de filles voilées. Et c'est mon père, à la veille de la clôture, qui m'a dit mais toi tu n'étais pas censé aller déposer ton dossier aujourd'hui. Finalement j'ai décidé d'arrêter parce qu'ils prennent pas de voilées. Mon père m'a dit je ne t'ai pas élevée comme ça, je ne t'ai pas connue comme étant une fille qui prenait compte des rumeurs.
vas-y, si tu rates, on saura que tu l'as raté. Mais vas-y. Et j'ai déposé et je suis passée. C'est une belle histoire. Et donc, voilà, quand je suis arrivée au CESTI, c'était pas réussi. Ah, une voilée. Mais ça, c'était les premiers jours. C'était de petites moqueries gentilles. Et on oublie vite après. Exactement. Et au bout d'une semaine, j'étais plus la curiosité. Mais le débat est revenu au devant de la scène à la fin, au deuxième semestre de la deuxième année, où on doit choisir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait télé, presse écrite ou radio? Et quand j'ai dit télé, c'était « Oh mon Dieu, la voilée !» Ça, j'aimerais que tu en parler plus après. Et ça, c'était pas venu de mes professeurs, mais de mes camarades. En plus, voilà. On va en parler plus après de votre choix de carrière et comment ça a influencé votre carrière. Madame Tal, est-ce que vous avez, par rapport au stigma, est-ce que ça vous est arrivé aussi de rentrer dans des lieux et puis que les gens soient un peu choqués de vous voir avec votre voile? Écoutez, tout le temps. Moi, je viens d'une famille moitié musulmane, moitié chrétienne. Pareil ici. Donc quand on me voit avec ma mère, quand sa communauté me voit avec ma mère, j'ai tout de suite des réactions du genre « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» mais très polies, mais quand même, parce que effectivement, on ne s'attendait pas à ce que… Mais je pense qu'en fait, le stigma est nourri aussi par ce que tu disais tout de suite, un entourage qui ne peut pas s'ouvrir à la différence. C'est-à-dire que, bon, voilà, on la décourage avant même de savoir si oui ou non ce sera possible, ou on se dit, de toutes les façons, tous les modèles ou toutes les personnes qu'on a vues avant sont forcément des femmes soumises, donc tu devrais en être une. On n'essaye pas de prendre les gens comme ils sont. Moi, Oumi, ce que je retiens d'elle et ce que j'ai en commun avec elle, c'est qu'effectivement, notre voile ne nous change pas de qui on est. C'est-à-dire que voilé ou pas voilé, on reste la même. On a juste choisi de rajouter quelque chose à la tenue, mais ça ne veut pas dire que notre personnalité s'en trouve modifiée, que nos ambitions s'en trouvent restreintes. Alors après, moi, ce que je constate surtout, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de voilées avant, donc elles avaient plus ou moins la paix. C'est-à-dire qu'on les regardait comme des curiosités, mais on n'allait pas au-delà de ça. Mais maintenant, on a l'impression que l'espace public est envahi et donc ça donne une impression de… Voilà, on étouffe et donc forcément, on se sent peut-être un peu, comment on va dire ça, marginalisé. Donc c'est ça en fait, c'est qu'on est en train d'assister à un revirement de situation. Il y a de plus en plus de gens qui se voilent pour des raisons religieuses ou une tendance vestimentaire. Et donc la majorité de l'époque se trouve ou se retrouve en minorité et ça fait peur. Donc en fait, si on change le débat et qu'on parle d'immigration ou qu'on parle de tout ce qui déstabilise un peu le statu quo, bah forcément on a des réactions de haine. Moi j'assimile ça plus à une peur du changement et donc on va forcément se braquer, on va forcément essayer de déstabiliser l'autre en lui disant oui de toutes les façons tu n'y as pas droit, de toutes les façons c'est pas pour toi, de toutes les façons. Et je trouve que la communauté musulmane ne fait pas assez aussi pour montrer qu'une femme voilée reste une femme. Tout à fait. Une femme voilée doit pouvoir s'épanouir. Tout à fait. Une femme voilée doit pouvoir se déplacer. Une femme voilée doit pouvoir… Après, encore une fois, on en revient toujours à la culture. Si dans les normes sociales sont tellement prégnantes, si effectivement dans les villages on voit que la personne qui conduit la calèche, bah, c'est plus un jeune homme ou un homme d'un certain âge et que la femme est à l'arrière, bah, c'est sûr qu'effectivement cette femme-là transposée ici, le jour où elle a une voiture, tout le monde se sent choqué. Et le pire, quand elle arrive, c'est drôle, je ne sais pas si ça t'arrive, mais en circulation, ils ont vraiment l'impression qu'on va perdre le contrôle, lâcher le volant parce qu'on ne sait pas s'y faire. Et donc, de nous voir sinuer et genre, à la limite, être des petits kamikazes, mais ça les choque. Eh ben, dis donc. Parce qu'ils se sont, là encore une fois, basés sur la première image, en fait. Donc, en fait, tous ces stigmas sont entretenus
par nous-mêmes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que Muslima a fait, une campagne photo à laquelle on avait tout assisté, même une exposition, parce qu'il fallait montrer qu'au-delà du stigma, ben, on avait des scientifiques, on avait des journalistes, on avait des sportives, on avait... Et elles sont, oui, voilées, mais ça ne veut pas dire qu'elles se sont enfermées. Et je conclurai en disant une chose qui m'a interpellée. J'étais au Togo il n'y a pas longtemps et une jeune fille est venue me voir en faisant « Ah, c'est bizarre, j'ai jamais vu une femme voilée aussi dynamique. » Ça m'a fait un choc. Je dis « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle me fait « Non, parce qu'ici, elles ne se mélangent même pas, elles ne viennent pas à des conférences, elles ne... » Et ça m'a fait mal quelque part parce que je me suis dit « Ok, moi déjà au Togo, je ne savais pas qu'il y avait une communauté musulmane aussi présente, de l'as voilée, mais si par contre elles sont elles-mêmes en train de s'exclure, ben c'est un peu dommage parce que même les Togolais ne savent pas ce qu'elles pourraient faire en fait. Et donc il a fallu qu'une Sénégalaise vienne au Togo pour qu'on se dise que wow, finalement les femmes voilées peuvent faire des choses aussi. Ben, elles sont comme nous tout simplement, elles sont comme tout le monde. Et j'ai eu moi des gens du Togo qui m'ont écrit quand on a lancé justement la campagne Muslima, cette exposition photo qui montrait que les femmes voilées, elles aussi contribuaient au développement socio-économique de ce pays dans différents domaines. Elles sont vendeuses de poissons sur la plage à Bourg, elles sont dans la haute finance à New York, à la télé au Sénégal, dans différents domaines. Et des femmes du Togo et de plusieurs pays nous ont écrit « Ah, mais c'est formidable parce que nous, ici, dans notre pays, on n'a pas ces opportunités. » Et pour en revenir à ce que disait Mignel par rapport à la culture, les gens font des amalgames souvent. Parce que oui, effectivement, l'islam est né en terre arabe. Il y a beaucoup plus de femmes voilées en terre arabe qu'en Afrique. Et souvent, les gens y mélangent cette recommandation religieuse avec les cultures de ces pays où souvent il n'y a plus de limite entre ce qui était culture arabe pré-islamique et culture islamique même. Oui. Et donc du coup, elles sont convaincues que les brimades, certaines violences physiques, morales, que les femmes vivent en Afghanistan, dans certains autres pays arabes. Bon, l'Afghanistan n'est pas un pays arabe, c'est sûr, mais dans d'autres cultures arabes, ce que ces femmes vivent, nous, au Sénégal, on le vit aussi. Et donc, forcément, en portant le voile, on traîne aussi tous ces problèmes. Oui. Ce qui est complètement différent. Moi, je viens d'une culture sérère, la culture sérère, une culture matriarcale où les femmes ont une réelle place. Et quand on extrapole, au Sénégal, les femmes se sont toujours très bien exprimées et ont su occuper l'espace public. C'est vrai qu'il reste encore des bastions à conquérir pour nous les femmes, il reste des défis à relever. Je ne dis pas que tout est rose, mais que l'on soit voilé ou pas, au Sénégal, les femmes prennent la place qui leur revient dans la vie socio-économique et politique de ce pays. Ça me fait penser à l'importance que vous dites, l'importance de ne pas faire l'amalgame justement entre ce qui est culturel, ce qui est naturel à un certain espace, à une certaine communauté et vouloir le transposer ailleurs. Comme vous le dites, la culture arabe en tant que telle, elle est différente de la culture sénégalaise. Et encore, même dans la culture arabe, il y a des différences. Ce qui se passe au Maroc ne se passe pas forcément en Algérie ou, je sais pas, au Liban. Donc, c'est important aussi de faire la différence entre ces différentes choses. Ben, tout ce que vous avez dit, en fait, me ramène à cette question de l'impact. Tout à l'heure, on a parlé un peu de votre carrière et comment est-ce que vous avez été perçue en étant la première femme voilée au CESTI, ce qui est extraordinaire, je trouve. Si vous deviez revenir sur l'impact que ce choix du port du voile a eu dans votre carrière et aussi dans votre émancipation sociale, qu'il soit positif ou négatif, ce serait quoi? Moi, je vous avoue que je n'ai, à part ces petites moqueries, j'ai pas vraiment été victime de brimades par rapport au fait que je portais le voile. J'ai pu vraiment avoir la carrière que je voulais. Je ne sais pas, est-ce que c'est lié au fait que je couvre plus un domaine
qui est la culture et qui peut-être attise moins les convoitises. Donc j'étais dans mon coin à faire mes reportages, mes petits films et tout. Et dans ce milieu où on se serait attendu à plus d'hostilité, c'est dans ce milieu où j'ai eu le plus bel accueil. Sûr, oui. Parce que même au Canada, moi je travaillais dans le domaine de la culture. Oui. Et voilà, et dépendant de ce que je portais, j'avais mon mousseau ou j'avais mon voile. Miguel m'a vu plusieurs fois au Canada avec mon mousseau en train de slalomer dans la rue. Mais au Canada, je n'ai pas eu ce problème. Au Sénégal, je n'ai pas eu ce problème. Mais maintenant, je ne dis pas que ça ne m'a pas fermé des opportunités. Parce que j'ai eu beaucoup d'opportunités à l'international où les gens m'ont dit « Ah, on voudrait te recruter pour ça, mais il faudrait que tu le fasses sans le voile. » Et j'ai dit « Non. » Voilà. Je leur ai même pas donné la possibilité de savoir que je pouvais le faire avec mon moussoir sénégalais. J'ai dit du moment où ils mettaient des barrières, c'est par principe. C'est par principe. Je dis non, je vais pas aller travailler pour cette chaîne, pour ça et ça et ça, parce que je suis contre justement ce règne de la pensée unique. On veut uniformiser les gens et pourquoi moi je ne pourrais pas m'exprimer sur une chaîne quelle qu'elle soit en étant moi-même une femme sénégalaise musulmane. Et à part ça, non. Autant j'ai eu des refus parce que je portais le voile à l'international, autant à l'international j'ai eu beaucoup de propositions et beaucoup de réalisations où les gens m'ont fait venir et j'étais sur scène ou à la télé avec le voile. Et dans ce cas-là, parce qu'on comprend que l'impact négatif a été moindre, pour vous quasi inexistant, mais dans ce cas-là justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu justement un impact positif au fait que vous portez le voile dans votre carrière? Déjà, le fait d'être la première femme au CESTI, à sortir du CESTI avec le voile, est-ce que vous pensez que ça vous donne une certaine particularité et directement, les gens savent que ça, c'est Oumy Ndour? Je ne sais pas si ça m'a donné une particularité. Il est vrai que souvent, les gens viennent me voir « Ah, j'ai porté le voile parce que je vous vois à la télé, vous m'avez donné le courage et la force de me dire bah, si elle y arrive à la télé à présenter le journal, à interviewer des présidents avec le voile, à parcourir le monde, à faire ce qu'elle veut. Donc, pourquoi pas ?» Ça quasiment chaque semaine, j'ai des filles soit qui m'écrivent ou qui viennent me voir dans la rue. Et souvent, des parents aussi viennent me dire « Ah, c'est grâce à vous que ma fille a décidé de... Ça, oui, effectivement. Et ça, ce n'est pas, comme on dit en Wolof, c'est du samangora. Ce n'est pas, en fait, c'est pas vraiment une victoire. Voilà. C'est pas ce que vous cherchez, vous ne pouvez pas le voir comme une victoire. C'est tombé sur moi, c'est tombé sur moi parce qu'on me voit à la télé. Donc, je rentre dans le quotidien des Sénégalais. C'est tout. Pas, je ne l'ai pas fait par prosélytisme, je ne l'ai pas fait par militantisme en me disant ouais, je promeux le voile, il faut que les gens, les filles... Non. Les gens me voient à la télé et peut-être ça leur dit bah oui, si elle arrive à avoir une carrière de journaliste, je peux moi aussi, en étant enseignante, porter le voile. Exactement. Et vous, Madame Tall, est-ce que quand on parle de l'impact de ce choix sur votre émancipation sociale et votre carrière, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, Oumy est plus visible que je ne le suis. On est toutes les deux dans la communication, mais moi je suis plus dans l'ombre. Donc mon voile ne dérange pas tant que ça parce qu'on ne me voit pas. D'accord ? J'aide à organiser des événements, j'aide à rédiger des documents. Donc en général, je ne dérange pas plus que ça, étant donné que bon, de prime abord, on se dit est-ce qu'elle sera capable de le faire? Et puis bon, après, en général, quand on voit justement les autres expériences que j'ai eues et quand on me parle, la personne se retrouve un peu rassurée, d'accord? Mais il m'est arrivé, effectivement, comme tu l'as dit tout de suite, d'avoir des opportunités qui m'étaient refusées. Bon, après, je suis contente effectivement d'entendre que toi aussi tu le vis comme ça. Moi, je me dis c'est un filtre. Parce que je préfère le savoir d'entrée de jeu plutôt que d'y aller et qu'après on essaye de me manipuler en me faisant faire des choses qui ne sont pas moi. Mais c'est paradoxal parce que moi aussi, c'est peut-être au Sénégal qu'on m'a fermé le plus de portes qu'à l'étranger, où les gens sont plus ouverts, où on vous l'accepte, on vous prend comme vous êtes. Et ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose sur lequel on devrait vraiment un peu plus y réfléchir parce que
on se dit à 99% musulmans, mais on a quelque part une intolérance par rapport à l'entrée des femmes sur la place, dans le milieu du travail, tout simplement. J'ai eu des jeunes filles voilées venir me dire qu'elles étaient sur le point de l'enlever parce qu'elles ne trouvaient pas d'emploi. Parce qu'à chaque fois qu'elles se sont présentées, on ne les a même pas regardées, on les a refoulées. Alors après, c'est aussi une question, vous avez vu, on a deux tempéraments assez forts, donc c'est clair que nous, avec ou sans le voile, on arrive à s'imposer. Mais il y a d'autres femmes, d'autres filles qui sont plus réservées et donc qui ne vont pas tenter, qui ne vont pas essayer de rentrer dans la confrontation et qui vont tout de suite donner peut-être l'impression de ne pas être très sûres d'elles-mêmes, alors que la compétence est là. Donc c'est pour ça que je dis, c'est dommage qu'au Sénégal, malheureusement, au lieu d'être plus ouvert, on ferme des opportunités à certaines femmes sous prétexte que. Et je crois que c'est plus lié à l'apparence. Alors, dans le cas d'Oumi, comme dans le cas de Kodou, ce sont deux belles femmes, très, très belles, et je veux dire, qui prennent soin d'elles. Exactement. On en a d'autres qui, bon, voilà, quand elles le mettent, c'est genre, ça y est, je me suis valée et puis c'est tout. Parce que le maquillage, on n'y pense pas forcément. Moi, je suis plutôt dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'en fait, en général, c'est pas que je ne veux pas être coquette, mais c'est que le travail que je fais, en général, ne me permet pas ou ne me donne pas cette exposition-là, donc on se néglige et peut-être que ces organisations se disent « Ah, voilà, elle va pas bien paraître ou elle ne nous représentera pas bien ou elle si ». Alors que non, on sait le faire aussi. C'est juste que bon, dépendamment de ce que l'on fait ou selon ce que l'on fait, ben voilà, on s'adapte. Et face à tout ça, moi je pose juste toujours quelque chose, c'est-à-dire la compétence. Et oui. C'est ça, parce que… C'est le plus important. À la fin du jour, c'est ça qui va décider. Oui, elle est journaliste, elle est voilée, mais est-ce qu'elle fait son travail bien ou pas? Ou elle le fait mal? Exact. Et ça, si vous voyez, c'est des débats qu'on a dans la zone francophone. On n'a pas eu ce problème peut-être, enfin moins en Amérique du Nord, parce que si on voit bien, même au Canada, où on a vécu toutes les trois, le débat se pose plus au Québec qui a une influence francophone que dans le reste du Canada anglophone. Et encore, ça revient en fait, ça dépend de la culture. Exactement. Parce que, aux États-Unis, en Angleterre, en Grande-Bretagne, la question ne se pose pas. On a des Sikhs avec leurs turbans, on a des policières voilées en Angleterre, alors qu'en France, oh mon Dieu, juste accompagner son enfant à la sortie scolaire, c'est aller jusqu'à l'Assemblée nationale. Non, mais c'est ça, chaque espace. Et je trouve ça dommage, ce débat qui est en train de se passer en France, les gens sont en train de le transposer au Sénégal. Moi, depuis 1 mois, 2 mois, je reçois énormément d'invitations à m'exprimer sur le H. Je dis, mais c'est pas un débat qui a cours là. Bien sûr. Mais c'est peut-être nos réflexes d'anciens colonisés qui font que oui, on reste encore focus sur ce qui se passe dans l'ancienne métropole. Et c'est pareil avec le Québec. Ce que l'intelligentsia montréalaise dit, ça ne concerne pas du tout le Canada anglophone. Ça ne les regarde pas. Bien sûr. Ben, on pourrait en parler pendant des heures, mais là, malheureusement, on arrive à la fin. Peut-être qu'on fera une deuxième partie, je ne sais pas. Mais rapidement, j'aurais aimé avoir vos impressions sur cette controverse, justement, qu'il y a eu il y a quelques mois par rapport à ces jeunes lycéennes de Jeanne d'Arc et des maristes qui étaient menacées d'expulsion à cause du voile, parce que ces lycées très populaires et de très bons lycées chrétiens, catholiques, ont décidé de faire appliquer ce règlement, plus de femmes voilées dans leur enceinte. Comment est-ce que vous avez réagi à ça, toutes les deux, rapidement? Je crois qu'on n'a pas eu la même réaction. C'est intéressant. Moi, je n'ai pas de position tranchée là-dessus, à vrai dire. Je suis très partagée. Parce que je comprends que quand quelqu'un a son école, ramenons ça à la maison. Quelqu'un, c'est chez moi, on ne rentre pas avec les chaussures, par exemple. C'est votre espace privé, vous avez le droit. Et de ce point de vue-là, moi, je comprends tout à fait. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais dire que, comme Mignel, moi aussi, une bonne partie de ma famille est chrétienne. Et donc, c'est vraiment aussi une partie de ma culture. J'ai des cousins prêtres, des cousines bonnes sœurs. Dans le traitement qui a été infligé à ces élèves, moi, je trouve que ça a été très violent.
ma position là-dessus, c'est ce que je te disais quand j'étais à l'école, je ne me marginalisais pas, je participais fort à toutes les activités. Culturelles, sportives, je prenais part à tout, scolaire, parascolaire. Et donc, je comprends que l'école, à un moment donné, puisse se dire, bah non, elles sont en train de créer des soucis, des clans. Ça, je comprends parfaitement. Ce que je n'ai pas compris, par contre, c'est qu'on veuille en profiter pour régler le problème de toutes celles qui sont voilées. Il y a des règlements, un règlement intérieur à l'école. Si, voilà, s'il y en a une qui refuse de prendre part au cours d'éducation physique, qu'on la sanctionne, mais qu'on ne sanctionne pas tout le monde. D'accord. Mais je suis tout à fait d'accord que dans une école, qu'il y ait des règles et que les gens les respectent. Maintenant, est-ce qu'on est obligé, nous, quand on est voilé, de mettre notre, quand notre fille est voilée, de la mettre dans cette école, c'est un autre débat. Ouais. En tout cas, moi, je n'ai pas de position tranchée là-dessus. Mon avis est très partagé. Alors, je reprends mon commentaire. On est tout à fait en phase. D'accord. J'ai été choquée. Et j'emploie le mot correct, de voir comment certaines personnes au niveau de la communauté ont essayé de s'imposer à l'autre. Jeanne d'Arc est connue pour être une école religieuse, d'accord? Si j'ai des convictions religieuses qui sont différentes, eh ben, je n'y amène pas mon enfant. C'est aussi simple que ça. D'accord. Je pense qu'à un moment donné, justement, quand on parlait de stigma, ben, ça y participe. C'est-à-dire que quand les musulmans arrivent et en se disant j'arrive avec mes gros godillots et je m'impose coûte parce que sinon je crie à, je sais pas, à l'exclusion et à l'islamophobie, honnêtement, il faut y aller. Voilà. Ouais. Ça aurait été n'importe quel autre établissement. Certaines personnes ont même dit, nous, quand on va dans une école coranique et qu'on nous demande de mettre le voile, on le met ou on part. Oui. Je veux dire, le choix est laissé. Et puis, il faut qu'on arrête. C'est-à-dire que si on a suffisamment d'argent pour aller dans un établissement comme Jeanne d'Arc, peut-être qu'il faudrait qu'on pense justement à rediriger cet argent-là vers des écoles qui sont plus enclines à imposer des préceptes religieux musulmans, plutôt que d'aller chez les autres et essayer d'imposer justement leur vision. Et je suis d'accord que effectivement l'impact que ça a pris n'aurait pas dû prendre. C'est aller trop vite et trop loin. Oui. Parce que de la même façon que je condamne les parents qui ont voulu forcer leurs enfants, je trouve aussi que l'école a oublié qu'elle avait affaire à des enfants. Et que donc, il y avait une certaine bienveillance à avoir, empathie à avoir. Envers eux. On en discute, on réunit les parents, il y a tellement de façons justement de ne pas arriver au clash tout de suite, plutôt que de sortir en fait, c'est un effet de surprise. On exclut vos enfants, on ne vous donne pas d'explication, alors qu'en fait, on aurait pu travailler dessus. Le problème n'est pas réglé. On a poussé le problème sous le tapis. Oui. Et ça, c'est jusqu'au mois de mai 2020, le problème va forcément ressurgir parce que le consensus qui a été trouvé n'a été que pour cette année. Et malheureusement, on repousse un problème qui va ressurgir. Et c'est dommage. Moi, je trouve vraiment que dans le seul pays à majorité musulmane au monde qui a eu pendant 20 ans un président chrétien, Léopold Sédar Senghor, on ne devrait pas avoir je trouve qu'avoir ce genre de débat nous ramène au temps des ténèbres. Et voilà, qu'on soit voilé, catholique, chrétien, agnostique, athée, on doit pouvoir tous vivre ensemble. Parce que pour moi, la différence n'est pas une soustraction. Pour moi, la différence, c'est une addition parce qu'on s'enrichit tout le temps de ce que l'autre a de mieux. Ben, en tout cas, on restera sur ces mots de la fin qui sont très riches. Je vous remercie beaucoup pour ce passionnant débat, mesdames. Oui, vraiment. Chers téléspectateurs, vous avez suivi Idées, votre émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur ITV.